On va débattre du droit d'asile. On accueille Valérie Boyer. Valérie Boyer, merci beaucoup de nous rejoindre en direct sur ce plateau. Je vous en prie, installez-vous. Vous êtes sénatrice Les Républicains des Bouches-du-Rhône. Merci beaucoup d'être avec nous face à Loïc Signor. Je le rappelle, porte-parole de Renaissance. Et donc, on va débattre de ce sujet du droit d'asile. Faut-il le réformer? La question est dans le débat politique depuis l'attaque de Nancy jeudi. Est-ce que cette attaque de Nancy, Loïc Signor, pour vous, elle pose la question de la réforme du droit d'asile? La question du droit d'asile, elle est posée depuis un certain temps à Bruxelles, en Union européenne, où les ministres de l'Intérieur, les chefs d'État et de gouvernement, les parlementaires consultent et votent même sur des dispositions. C'est le cas du pacte asile-immigration qui a été voté par les parlementaires européens il y a quelques semaines. Les ministres de l'Intérieur et Gérald Darmanin, d'ailleurs, le jour de l'attaque, étaient à Bruxelles pour en parler avec ses pairs et un accord a été trouvé. Le droit d'asile, nous sommes attachés à la Convention de Genève et on pense qu'on doit absolument respecter le fondement. Ensuite, est-ce qu'il faut, dans la granularité des dispositifs, faire des modifications? Oui, sans doute. La manière dont on accueille les gens dans nos pays, la manière dont on doit répartir les personnes qui arrivent sur le continent européen et la manière aussi peut-être dont ils doivent se déplacer. Et c'est à l'aune de ce que nous avons vu à Annecy que nous découvrons qu'il y a peut-être effectivement certaines failles dans le dispositif, mais à aucun moment il ne faut remettre en cause nos acquis de 1951, la Convention de Genève et le droit d'asile qui est un fondement absolu de nos démocraties, je le crois, et il ne faudrait absolument pas changer ces dispositifs, même s'il faut sans doute revoir, et encore une fois, on est à disposition de chacun pour en discuter, des mécanismes dans lesquels il peut se trouver des failles. Valérie Boyer, je vous fais réagir. Peut-être un mot sur les chiffres d'abord avec vous, Alex. Quels sont aujourd'hui les chiffres du droit d'asile? Effectivement, alors dans les 27 pays de l'Union européenne, en 2022, il y a eu 962 000 demandes d'asile, ce qui représente une hausse de 52% par rapport à 2021. Et parmi ces demandes d'asile, 310 000 ont été acceptées. Et puis en France, en 2022, on dénombre 156 000 demandes d'asile. C'était une hausse de 29% par rapport à l'an dernier. 56 000 personnes ont reçu une protection. Donc globalement, que ce soit dans les pays de l'Union européenne ou seulement en France, eh bien, il y a 60% de déboutés du droit d'asile. Quels sont les droits des demandeurs d'asile? Eh bien d'abord, en France, tout demandeur d'asile a le droit à un logement, un hébergement. Il est autorisé à travailler, mais seulement à partir de 6 mois après le dépôt de sa demande d'asile. Dans ces 6 premiers mois, il bénéficie d'une aide financière, notamment de l'allocation de demandeur d'asile. Cette personne a également accès aux soins et ses enfants ont le droit à une scolarisation. Valérie Boyer, est-ce qu'aujourd'hui le droit d'asile est dévoyé dans notre pays? En fait, tout à l'heure, vous posiez la question, est-ce qu'il faut revoir le droit d'asile? Le droit d'asile est revu de lui-même, puisque c'est plus qu'un dévoiement, c'est une filière d'immigration. Et c'est particulièrement grave, parce que c'est la façon dont on gère le droit d'asile, parce que plus de 90% des personnes déboutées du droit d'asile ne sont pas reconduites à la frontière. Donc on est vraiment dans une filière absolue. Et je trouve ça très grave, à la fois pour les personnes qui rentrent de façon régulière, mais aussi pour tous les combattants de la liberté qui ont besoin de ce droit d'asile, que personne ne veut remettre en cause. En revanche, c'est le dévoiement du droit d'asile qui remet en cause ce droit d'asile aujourd'hui, parce que c'est une souffrance pour tout le monde. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que le droit d'asile, c'est mettre des gens dans des bidonvilles, porte de la Chapelle? Est-ce que le droit d'asile, c'est relocaliser ces personnes dont on sait qu'elles vont être déboutées, ce qui est absolument scandaleux. Moi, j'ai appris hier que, par exemple, on en aurait 50 personnes qui seraient relocalisées à Marseille par semaine pour les Jeux Olympiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on déplace les gens comme des pions? Qu'une personne est un pion, qu'on la met à un endroit où on n'est pas en capacité de les accueillir. Donc c'est absolument scandaleux. Je pense qu'il est temps de revenir à des pratiques dignes et humaine, parce qu'on ne peut pas faire supporter ça aux Français et on ne peut pas faire supporter ça à ces personnes, leur faire miroiter l'Eldorado, d'autant que ces procédures coûtent extrêmement cher. Donc moi, je le redis ici sur ce plateau, vous le savez, Éric Ciotti, Bruno Retailleau et Olivier Marleix ont tendu la main au gouvernement. Alors c'est une main ferme qu'ils veulent, c'est pas une main molle avec des soi-disant mesures et du en même temps. Et je rappelle que le pacte d'immigration n'a pas rencontré un accord au sein de l'Union européenne, puisque vous savez qu'on taxe de 20 000 euros un pays qui refuserait des migrants. Moi, je pose la question de façon globale. Pourquoi et en quoi
les pays de l'Union européenne qui sont déjà extrêmement généreux dans leur accueil, dans leurs mesures sociales, etc., doivent être victimes de ces trafiquants d'êtres humains à cette échelle industrielle aujourd'hui. Jusqu'à quand ça va durer, cette sinistre affaire ? Je vais laisser Loïc Signor vous répondre. C'est devenu une filière d'immigration aujourd'hui, le droit d'asile. Je réponds déjà sur la partie européenne parce qu'il ne faut pas tout confondre. C'est 20 000 euros par personne par an qui seraient effectivement refusés dans la répartition européenne. Et c'est, par exemple, pardon si je peux juste terminer, la proposition que les Républicains font depuis toujours, ce sont des quotas de répartition européens, avec un quota qui serait chiffré par le Parlement européen chaque année. Non. Et aujourd'hui, la barre a été fixée à 120 000 entrées réparties dans les 27 pays européens. Je termine simplement, ça n'a pas été refusé. C'est la Hongrie et la Pologne qui ont voté contre, mais c'était une majorité qualifiée et l'ensemble des pays ont obtenu la majorité pour faire avancer ce texte. Ensuite, c'est au président de la République et au chef d'État et de gouvernement au Conseil européen de se saisir de la question et de ses propositions. Sur les propositions au niveau national, moi je ne crois pas qu'il faille sortir des traités européens. Je crois que ce serait l'exact inverse de ce qu'il faudrait faire. Regardez la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne est sortie de l'Union européenne, a durci sa politique migratoire. Il n'y a jamais eu autant de migrants sur le sol britannique que dans l'année 2022. 600 000 entrées contre 300 000 avant le Brexit. L'Europe protège. En sortir, et c'est ce que proposent les Républicains... C'est faux, mais arrête, c'est faux. On ne propose en aucun cas... Vous proposez une sortie des traités européens. Ça revient à dire, Madame Boyer, que c'est un Frexit migratoire qui ne dit pas son nom. Ça n'a rien à voir, Madame Boyer. Regardez la Grande-Bretagne, il n'y a jamais eu autant d'entrées sur le territoire britannique de migrants qu'en 2022. 600 000 entrées illégales. Pourtant, le Premier ministre conservateur en a fait sa priorité. Tout comme Madame Meloni en Italie qui dit « Avec moi, il n'y aura plus d'immigration illégale. Il n'y a jamais eu autant d'immigration en Italie que l'année 2022. » Bref, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut s'entendre à 27. Non, mais c'est pas des moulinets. C'est des propositions concrètes et des exemples concrets que... Sortir des traités, sortir de l'Europe, durcir le ton, ça ne marche pas. Il faut s'entendre à 27. Écoutez, je m'inscris en faute dans cette espèce de gloubi-glouba d'éléments de langage. C'est pas des éléments de langage, Madame Boyer. 600 000 entrées illégales, Madame Boyer. D'abord, en Grande-Bretagne. Je m'inscris en faux contre ça. Ce que les Républicains proposent, et il faut croire que cette proposition a marqué, puisque tous les partis politiques, après nous avoir dit que c'était pas possible... Quand le parti du général de Gaulle propose de sortir des traités européens, forcément ça marque, Madame Boyer. D'abord, on ne propose pas de sortir des traités européens, on propose de redonner, et ça je vois pas en quoi c'est inconstitutionnel, ou ça nous permettrait de redonner la parole aux Français. Est-ce que faire un référendum sur l'immigration, c'est anticonstitutionnel ? Un référendum, c'est anticonstitutionnel ? Est-ce qu'on ne peut pas demander aux Français... Je ne suis pas sûr que l'article qui permet de déclencher ce référendum existe dans la Constitution. Bien sûr, c'est l'article 11. Je ne suis pas sûr que ça s'y prête pour l'immigration. Est-ce qu'on ne peut pas demander aux Français... Ça ne marche pas, l'article 11 sur un référendum sur l'immigration. Bien sûr. Écoutez, moi, j'en ai assez de toute cette espèce de soupe que vous nous servez en permanence. Non, mais vous faites des incantations. Je vous ai pas... D'abord, allez-y, Valérie Boyer, Loïc Signor, vous allez lui répondre s'il après. vous plaît, ce ne sont pas des incantations. C'est quelque chose d'extrêmement précis. Je ne pense pas que Olivier Marleix, Éric Ciotti, Bruno Retailleau, ce soient de dangereux frexiteurs. Je n'ai jamais dit ça. Pourtant, c'est ce qu'ils proposent. Ils proposent de redonner la parole aux Français pour que les Français, enfin, puissent retrouver la maîtrise de leur destin. Ça me semble pas quelque chose d'inconstitutionnel ou d'anti-européen. Au contraire, je pense que c'est sauver l'Europe que de redonner la parole au peuple. Parce que les Européens en ont assez. Tous les pays sont confrontés à ce chaos migratoire qui est aggravé par des décisions qui sont prises au sein de l'Union européenne. Moi, ce que je souhaiterais aujourd'hui, c'est que on soit bien clair sur ce qui se passe. On n'a jamais accueilli autant d'étrangers en situation régulière ou irrégulière. Le droit d'asile est dévoyé, c'est-à-dire que nos beaux principes d'accueillir les combattants de la liberté sont dévoyés par des personnes qui n'ont rien à faire, qui savent parfaitement comment maîtriser nos procédures pour pouvoir les contourner. Donc, moi, je souhaite préserver le droit d'asile, je souhaite préserver la souveraineté française, enfin, je souhaite la retrouver, et je souhaite aussi rester dans l'Union européenne. Moi aussi, j'aime l'Europe, mais je n'aime pas l'Europe qui souhaite répartir les migrants. Enfin, franchement, en ce moment, ce qu'on l'on propose aux Français, c'est de répartir des personnes qui sont rentrées illégalement, qui ont fait en sorte de convoquer une procédure illégale, qui sont déboutées et qu'on va replacer dans toute la France.
C'est ça les souffrances que vous voulez infliger aux Français et aux migrants? C'est juste pas possible. Soyez courageux. Écoutez, reprenons notre destin en main. J'ai le sentiment d'un disque rayé. Nous souhaitons. Non, le disque si ça fait une demi-heure que vous dites la même chose. Il y a eu 21 textes sur l'immigration qui n'ont fait qu'aggraver la situation. Il y en a eu 27. Aujourd'hui, nous souhaitons faire en sorte que... émanait de votre majorité à l'époque. Donc, effectivement, il faut résoudre quelque chose. Il y a un défi migratoire. Il y a une pression migratoire. Je m'inscris en faux dans ce que vous dites. Pardon, mais s'il y a 27 textes qui ont été mis en place par les gouvernements successifs, vous avez fait partie de ces gouvernements successifs. En 2018, j'étais députée. Et j'ai assisté et j'ai participé à toute la loi Collomb qui n'a fait qu'aggraver la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. On peut regarder vers l'avenir et on peut s'entendre sur des propositions où on reste dans des incantations et des discours rayés qui ne marchent pas. Est-ce que vous pouvez vous entendre sur des propositions? Mais moi je crois, mais pardon, mais si je peux en placer une dans ce débat, parce que vous vous entendez depuis... Ah bah vous rigolez, Madame Boyer. J'étais à l'avant parce que vous étiez en retard, mais j'en ai pas profité pour prendre la parole, j'étais tout seul. Simplement, on doit s'entendre. On doit s'entendre au niveau national avec des partis de gouvernement, et je pense que les Républicains sont un parti de gouvernement à partir du moment où ils ne proposent pas comme solution de sortir des traités européens et de faire comme la Pologne et la Hongrie de Viktor Orban. D'ailleurs, ça marche pas et à la fin, ils reviennent toujours à Bruxelles demander de l'argent pour qu'on les aide à répartir justement ces migrants. On l'a vu pendant la crise ukrainienne où la Pologne a particulièrement été digne dans la gestion de cette crise. Ensuite, il faut s'entendre. À 27, quand le pacte Asile et Immigration propose des centres de transit aux frontières extérieures de l'Union européenne pour traiter justement les demandes d'asile sur les pays d'accueil et ensuite de raccompagner ceux qui ne sont pas bénéficiaires du droit d'asile dans des pays d'accueil tiers sûrs, c'est une proposition que nous pouvons, je suis sûr, évaluer, discuter et négocier au niveau européen. Par ailleurs, le président de la République... Vous êtes d'accord, il faut gérer les demandes d'asile en dehors de nos frontières nationales. Non, sur les pays d'accueil, sur les pays d'entrée, les pays de première entrée, l'Italie, la Grèce, faire des centres de transit qui sont en clair des centres où il y a une frontière qui s'applique automatiquement et où les demandes d'asile seraient traitées. Ceux qui en sont bénéficiaires sont répartis. Non mais en dehors, ça ne marche pas. C'est une illusion. À l'intérieur, ça ne marche pas non plus. Regardez en Italie, regardez en Italie, en Grèce. De faire un centre de demande d'asile, je suis pas sûr que vous ayez beaucoup de monde au guichet et je suis pas sûr que ça soit très facile et efficace de le faire. Oui, ce sont les trafiquants d'êtres humains qui s'en chargent aujourd'hui. Ça, c'est un autre problème. Non, c'est le droit d'asile. Quand ces personnes arrivent en Italie, vous mettez un centre de transit. Vous examinez les demandes d'asile. Et les gens repartent ? Les gens doivent repartir dans un pays d'accueil, un pays tiers sûr. Vous n'allez pas les renvoyer là où il y a la guerre. Vous pouvez les renvoyer dans des pays que nous avons collectivement jugés comme sûrs. Ça, c'est une proposition qui a été adoptée, y compris par votre famille politique au Parlement européen. J'invente rien. Le PPE a voté cette résolution et cette disposition avec Renew de Stéphane Séjourné, qui représente la majorité présidentielle au Parlement européen, et avec les socialistes. La preuve que l'on peut s'entendre sur des résolutions en matière d'immigration dès qu'on sort des vieilles lunes, des incantations et des fausses promesses. Ce ne sont pas des vieilles lunes, ce sont des nouvelles propositions. Alors, juste pour voir si vous pouvez vous entendre, la réponse et après on va faire un point sur ce que vous proposez chacun. Écoutez, je pense que les propositions des Républicains sont claires et nettes. C'est deux lois. Une loi ordinaire dont on connaît parfaitement les contours puisque elle reprend des propositions qui ont toutes été refusées par LREM et Renaissance aujourd'hui. Je rappelle que Édouard Philippe, qui fait partie de la majorité, je sais pas ce qui s'est passé, a dit qu'il fallait revenir sur les traités de 68 avec l'Algérie. Je rappelle qu'il a refusé de façon extrêmement méprisante lorsque nous l'avions proposé effectivement en 2018 et qu'aujourd'hui, nous avons déposé, nous avons déposé au Sénat une résolution pour revenir sur ces traités. J'espère que vous la voterez, enfin vos collègues qui siègent à l'Assemblée nationale la voteront. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, nous ne proposons rien d'inconstitutionnel. Arrêtons. Nous proposons simplement. Comment vous pouvez considérer que c'est être inconstitutionnel de demander aux Français ce qu'ils veulent faire ?
Mais à un moment donné, pour ça, Madame Boyer, il fallait gagner les élections. C'est pas à vous de décider si on doit mettre en place un référendum ou non. Je rappelle que votre programme a fait 4% des suffrages à l'élection présidentielle. 4%. Donc à un moment donné, vous pouvez nous dire faites un référendum. Il faut à ce moment-là gagner les élections. Donc si on dit que le référendum est une prérogative du président de la République, c'est au président de la République, c'est le président de la République qui doit décider ou non de faire un référendum. Et je vous rappelle simplement qu'il s'est adressé au président de la République pour lui demander. Et patron d'un parti politique, il est député, il n'est pas président de la République. Non, et encore une fois, en 2022, les Républicains ont fait 4% aux élections présidentielles. Donc à un moment donné, il va falloir s'entendre aussi avec la majorité qui gouverne, le président de la République qui préside, et c'est à lui que revient la décision ou non de faire un référendum. Il s'est déjà exprimé sur le sujet, il a dit que c'était inconstitutionnel, ce référendum sur l'immigration. Ce n'est pas possible. Vous pouvez raconter ce que vous voulez aux Français, ce n'est pas possible de faire un référendum sur l'immigration. L'article 11 ne prévoit pas ce genre de questions. C'est la raison pour laquelle il faut demander aux Français de le modifier. Bon, mais là, vous avez donc on va faire un référendum de modification de la Constitution. À un moment donné, soit on accepte la situation de chaos dans laquelle nous nous trouvons, qui est quand même, je le rappelle, une souffrance pour tout le monde, pour les Français comme pour ceux à qui on fait croire qu'il y a un Eldorado et qui se retrouvent échoués sur le périphérique. Donc faisons des propositions concrètes et arrêtons de faire des fausses promesses. Les propositions, on faut arrêter une fausse promesse. En même temps. Le référendum n'est pas une fausse promesse. Si. Le référendum est une. Tous les constitutionnalistes l'ont écrit. L'article 11 n'est pas le cadre. Est-ce que le référendum est la promesse de redonner la parole aux Français? Parce que là, je suis étonnée quand même que dans ce pays, c'est exactement ce que dit Marine Le Pen. Les arguments totalement. Le retour au peuple, la démocratie d'opinion. Éculés, ça ne change rien. Ça ne change pas la situation sur Écoutez, c'est quand même difficile de s'exprimer. Moi, j'aimerais bien pouvoir continuer une phrase sans être interrompue. Moi, j'arrive pas à poser une question, donc allez-y. Non, mais est-ce que le risque, parce que vous n'avez pas l'air de pouvoir vous entendre, c'est qu'il n'y ait pas de texte et que vous soyez tous les deux perdants, et les Républicains et la majorité présidentielle? C'est évidemment tout ce qu'on veut éviter. Mais à un moment donné, il faut se mettre autour de la table avec de vraies propositions, de réelles promesses et de vrais dispositifs. Quand on dit référendum sur l'immigration, on a beau répéter, les constitutionnalistes ont beau répéter que l'article 11 n'est pas le bon cadre, ça ne marche pas. C'est faux parce que des constitutionnalistes disent l'inverse. Et à un moment donné, je ne vois pas. Franchement, je suis sidérée de constater qu'en France, proposer un référendum, c'est anticonstitutionnel. Enfin, on marche sur la tête. On marche sur la tête. C'est faux. Nous avons des constitutionnalistes qui ont dit l'inverse. C'est faux. Vous pensez vraiment que Bruno Retailleau, Gérard Larcher, Olivier Marleix proposent des choses inconstitutionnelles? Vous pensez qu'au Sénat, c'est leur rôle de chef de parti. Au Sénat, on propose des choses institutionnelles. Ils font de la politique. Enfin, je rêve. Bon, est-ce que du coup, à ne pas trouver d'accord, vous ne risquez pas justement de faire le jeu du Rassemblement national? Madame, nous avons proposé des choses extrêmement concrètes. Je rappelle que en début d'année, le gouvernement a proposé de procéder à des régularisations massives de personnes qui sont rentrées illégalement sur notre territoire ou qui s'y maintiennent illégalement, ce que nous avons refusé parce que nous souhaitons aujourd'hui lutter contre le communautarisme, faire en sorte que le principe d'assimilation s'applique vraiment, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et nous voulons éloigner les personnes qui représentent une menace pour notre pays, et nous souhaitons que les demandes d'asile se passent à l'étranger. Et nous ne voulons pas que l'on puisse régulariser des personnes qui sont entrées illégalement sur notre sol ou qui s'y maintiennent illégalement. Franchement, c'est quand même redonner la maîtrise aux Français. Maintenant, que le gouvernement ne prenne pas ses responsabilités, c'est son choix. Il a besoin des Républicains pour trouver une majorité. Nous lui proposons ce texte. Eh bien, la balle est dans son camp. Mais l'immobilisme, il n'est pas chez nous. Il est chez vous, puisque c'est vous qui avez gagné les élections. Alors proposez quelque chose. Nous proposons. Non, mais proposez quelque chose. On propose des choses qui ne vont pas dans votre sens. Qui permettent aux Français, on l'aura bien compris. Qui permettent aux Français de retrouver la maîtrise de leur destin. Alors, parce que depuis Hollande... Allez, un dernier mot, parce qu'il nous reste 30 secondes. Autant d'étrangers en situation irrégulière. Reprendre le contrôle, reprendre le destin, redonner la... C'est exactement les slogans du Brexit. C'est exactement ce que proclamait Boris Johnson au moment de sa prise de pouvoir. Mais nous ne souhaitons pas sortir de l'Union européenne, c'est marrant, c'est intéressant. Take back control, ce que disait Boris Johnson. Take back control. Et ça s'accompagne de quoi? D'un référendum. Tiens donc, et d'une sortie des traités européens. Mais je ne parle pas des Danois. Moi, je parle de la France, madame. Et moi, vous pouvez prendre l'exemple danois, je prends l'exemple du Brexit. Des Anglais, je prends l'exemple du Brexit. Polonais, vous nous parlez des Hongrois. C'est une île. Donc moi, je vous parle. C'est une île.
c'est unique. Et on va pas pouvoir refaire le débat. Malgré une sortie de l'Union européenne. Et écoutez, simplement, un dernier mot. Vraiment, il nous reste 10 secondes. Vous n'avez pas le courage politique de faire les choses. Ce qui gêne les Républicains, c'est la réalité et c'est le titre de séjour accordé effectivement à des travailleurs qui sont installés en France depuis 3 ans et qui bossent très dur et le plus souvent dans des métiers peu qualifiés et très exposés. Allez, il nous reste 10 secondes, c'est la réalité. Et vous êtes contre. C'est ça qui vous gêne, c'est ça qui vous embarrasse. Non, mais vous êtes contre l'immigration. Et on refera un débat autour de ce texte. Aujourd'hui, quand nous avons presque 4 millions, madame, quand nous avons 4 millions de personnes qui sont au RSA, dont 40% qui n'ont pas le A d'activité, dont l'activité n'est pas mise en œuvre, on refera un débat. Comment on peut avoir ce type de débat? Et on en refera un. Il faut qu'on regarde rapidement ce qu'il y a à la une de nos quotidiens régionaux avec Alex. Et une revue de presse régionale très internationale. Aujourd'hui, on commence par la mort de Silvio Berlusconi. Et oui, beaucoup de une sur la mort de cette figure de la politique italienne. Addio Silvio, titre Nice Matin, de la réussite à la décadence, estime la Provence, qui résume la vie de celui qui a été un homme d'État, un homme d'affaires, un homme de foot, puisqu'il a réussi avec le club du Milan AC, et aussi un homme de frasque. Il aura vécu 1000 vies. Titre le journal Les Dernières Nouvelles d'Alsace. Quelle Italie sans Berlusconi, se demande le Télégramme, tellement il a marqué l'histoire récente de son pays. Il avait un lien fort également avec la France, puisqu'on le rappelle, il a lancé une chaîne de télé, la 5, dans les années 80, une aventure qui s'est soldée par un échec. Alors demain seront organisées des funérailles d'État au Duomo de Milan. Le gouvernement de Giorgia Meloni a proclamé une journée de deuil national pour demain. Et puis direction l'Ukraine, où la contre-offensive ukrainienne est enfin lancée. C'est à la une de la Dépêche du Midi. Kiev a annoncé la reconquête de quelques villages du Donbass. Des combats sont menés sur plusieurs fronts, notamment dans le sud, dans la région de Zaporizhzhia. Emmanuel Macron estime que cette contre-offensive va durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On parle de la motion de censure aussi dans la presse régionale. Oui, tic-tac, titre la Marseillaise. Le gouvernement Borne tient bon, mais jusqu'à quand? La motion de censure déposée à l'Assemblée nationale par la NUPES hier n'a pas été adoptée. Il manquait 50 voix. La gauche a dénoncé la dérive autoritaire du gouvernement qui s'est opposé à un vote sur l'abrogation de la retraite à 64 ans. Il reste maintenant un mois à Elisabeth Borne pour réussir les 100 jours d'apaisement du pays. L'objectif fixé par le président de la République. Il fera les comptes le 14 juillet. Merci beaucoup Alex, merci Valérie Boyer, merci Loïc Signor pour ce débat. Merci à tous de nous avoir suivis. Pour voir ou revoir cette émission sur notre plateforme publicsena.fr à 18h, vous avez rendez-vous avec Thomas Hugues et nous on se retrouve demain.